D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé lire. Dès l'école primaire, quand on nous apprend à lire à travers des histoires courtes, jusqu'à me tourner vers des romans de plus en plus complexes, de plus en plus gros, de plus en plus denses, pour finalement me découvrir une véritable passion. Les lectures les plus marquantes pour moi sont celles de mon adolescence qui ont forgé mon identité de lectrice, voire même mon identité tout court grâce aux nombreux messages découverts dans ces livres. Aujourd'hui, j'ai décidé de rendre hommage à ces livres oubliés de tous, ou qui ne sont que très peu relayés sur les réseaux sociaux. Des livres qui n'ont pas réussi à rencontrer le succès sur la durée du temps et qui mériteraient une nouvelle chance en les mettant sur le devant de la scène. Prêt à retourner vers le passé ? J'ai choisi de vous parler des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire pour ce premier épisode. Écrit par Daniel Handler sous le pseudonyme de Lemony Snicket, qui est le narrateur et qui deviendra un personnage à part entière par la suite, la saga contient 13 tomes divisés en 13 chapitres, hormis pour le dernier qui en contient 14, mais qui est sorti un vendredi 13 à 13h. Pourquoi en tome de 13, me demanderiez-vous? On va y arriver. L'univers contient également 2 hors-séries et un spin-off sur la jeunesse et les premières enquêtes de Lemony Snicket. Daniel Handler tire vraiment sur toutes les légendes autour du chiffre 13 qui porte malheur. Et ça explique pourquoi il y a autant de 13, que ce soit à travers le nombre de tomes, le nombre de chapitres, ou même pourquoi le dernier tome est sorti un vendredi 13 dans cet univers. Tout commence mal lorsque les 3 enfants de la famille Baudelaire, Violette, Klaus et Pruny, apprennent la mort de leurs parents dans un incendie qui a ravagé leur maison de la cave au grenier par leur banquier testamentaire, Monsieur Poe. Monsieur Poe se doit de leur trouver un tuteur qui devra prendre soin d'eux au moins jusqu'à la majorité de Violette, qui est l'aînée et qui a 14 ans, qui pourra alors hériter de l'immense fortune laissée par leurs parents. C'est comme cela qu'ils découvrent qu'ils ont un oncle nommé le comte Olaf, un acteur raté qui accepte de devenir leur tuteur, sauf que ce dernier ne désire qu'une seule chose, mettre la main sur la fortune faramineuse de la famille Baudelaire. Et pour cela, il est prêt à tout. Oui, à tout, même à tuer les 3 enfants dont il a pris la tutelle. 3 enfants qui n'ont alors que 14 ans pour Violette, 2 ans pour Klaus et 3 ans pour Pruny. Les 3 enfants essaieront de prévenir Monsieur Poe du danger que représente le comte Olaf pour eux, mais le banquier refuse de les croire sous prétexte qu'ils sont des enfants et qu'ils ne sont pas pris au sérieux, jusqu'à ce qu'ils soient invités à une pièce de théâtre où le comte Olaf tente d'épouser Violette sur scène grâce à leurs rôles respectifs. À chaque tome, les enfants se découvriront un nouveau tuteur puisque le comte Olaf tue à chaque fois les précédents ou alors s'allie avec eux et se rapproche d'eux en se déguisant. Aucun adulte ne le reconnaît jamais, mais les enfants le font et ne pourront compter que sur eux-mêmes pour lui échapper et à leur point fort. Violette est douée pour inventer des objets à partir de tout et de n'importe quoi. Klaus est un passionné de lecteur qui se souvient de tout ce qu'il lit. Et Pruny, qui est la plus jeune, a des dents capables de mordre beaucoup de choses. Publiée en France chez les éditions Nathan à partir de 2002, la traductrice Rosemarie Vassallo a connu de nombreuses controverses sur sa traduction qui a rendu les lecteurs furieux en comprenant que certains noms des personnages ont été changés sans raison apparente. Par exemple, Sonny devient Pruny, Quagmire devient Baudra, etc., etc. De plus, la traductrice a censuré certains passages en les supprimant parce qu'ils ne correspondaient pas au public visé par Nathan. Personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi les éditions Nathan ont conseillé la saga à partir de 12 ans. Croyez-moi que je vais essayer de les faire découvrir à mes cousins quand ils avaient cet âge et qu'ils aimaient eux aussi lire à cet âge-là. Ils n'ont jamais réussi à accrocher à l'univers ni à aimer leur lecture de ces livres. C'est impossible, à mon sens, à apprécier les orphelins Baudelaire à 12 ans. C'est trop perché, c'est avec un humour noir qu'ils n'arrivent même pas à comprendre et un style d'écriture trop particulier apprécié pour cet âge. Je ne comprends pas. Pour moi, c'est l'une des raisons qui fait que ces livres n'ont pas réussi à rencontrer le succès qu'ils méritaient en France. De par de nombreux jeux de mots intraduisibles, la traductrice a toutefois réussi à garder le style de l'allitération pour les titres,
Donc une allitération, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une figure de style qui consiste à répéter deux consonnes dans un même vers ou une même phrase. Et en anglais, ça donne par exemple des titres comme Bad Beginning ou Air Strait Elevator, excusez-moi mon accent anglais, ou encore Carnivorous Carnival, etc., etc. Et en français, donc, on a des titres comme Ascenseur pour la peur, Piège au collège, Panique à la clinique. Bref, vous avez compris le style que cela représente. Et à chaque titre contient également un mot de la famille de la peur ou de l'angoisse que l'on retrouve dans les tomes pour comme Tout commence mal, La pente glissante ou La fée féroce. Voilà, vous avez compris l'ambiance des orphelins Baudelaire. La France reste à ce jour l'un des rares pays étrangers à avoir traduit l'autobiographie non autorisée de Lemony Snicket, qui est un des deux hors-série, et le spin-off Les fausses bonnes questions de Lemony Snicket, qui raconte les premières enquêtes durant la jeunesse de Lemony Snicket. Et la traductrice, donc Rosemary Vassallo, a précisé qu'il était impossible de traduire The Beatrice Letters, car il y a trop de jeux de mots dans le style de Daniel Handler dans ce hors-série-là, et que la traduction dénaturait complètement le texte de Daniel Handler. Donc c'est pour cela que Béatrice Letter n'est jamais parue en France, alors que la lecture de ces livres est pourtant indispensable pour mieux comprendre le dernier tome, et notamment le passé entre Lemony Snicket et Béatrice Baudelaire, qui est la femme à qui sont dédiés les 13 tomes, et aussi la mère de Violette, Klaus et Prudy. Alors, pour les références culturelles qu'il y a au sein des 13 livres, cela mériterait vraiment une vidéo à part entière, tant les références culturelles et littéraires sont nombreuses, vraiment. Je vous laisse en barre d'infos une page Wikipédia qui rémunère toutes les références si ça vous intéresse. Elles sont beaucoup trop nombreuses pour que je les cite tous, mais en voici quelques-unes. Des références que d'ailleurs je n'aurais jamais connues en dehors des orphelins Baudelaire, comme par exemple Isadora Beaudra, qui est l'une des plus grandes danseuses américaines du XXe siècle et qui donne son nom à deux des enfants des triplés Baudra, donc Isadora Beaudra et Duncan Baudra par exemple. Ce sont leurs prénoms, et ils ont un troisième frère, Kim Clay, qui signifiait par-dessus bord, qui rappelle d'ailleurs que les deux enfants de la danseuse Isadora Beaudra sont morts noyés en tombant de leur barque. Une histoire bien sombre. Et en français, King Clay est traduit par Petipa, en référence au danseur et chorégraphe de ballet Marius Petipa. Pourquoi ne pas avoir gardé King Clay, je ne sais pas. Sûrement parce que la consonance anglaise n'était pas évidente pour des enfants de 12 ans. Mais bien sûr, la première référence à laquelle on pense et la plus visible, c'est tout simplement le nom des trois enfants Baudelaire, qui est une référence directe à Charles Baudelaire, qui est aussi l'auteur du célèbre roman Les Fleurs du Mal, le livre préféré d'Isadora Beaudra. Rien n'est laissé au hasard, et notamment que Charles Baudelaire, c'est aussi le traducteur français d'Edgar Allan Poe, l'auteur du poème Les Corbeaux, dont s'inspire directement le titre du 7e tome, L'arbre au corbeau. Rien n'est laissé au hasard, encore une fois. Il semblerait aussi que la ville dans laquelle se passe ce tome 7 soit un hommage au film d'Alfred Hitchcock, Les Oiseaux. Il y en a plein des choses comme ça. Vraiment, en fait, ça représente quasiment tous les noms propres, que ce soit nom des personnages ou nom de lieux, sont tous tirés soit de la culture anglaise, soit de la littérature de manière générale. Le succès de la saga est tel au Royaume-Uni que Nickelodeon Movie décide de l'adapter en film qui sort en 2004. En France, le film a le même succès plutôt mitigé que les livres, malgré un casting 5 étoiles avec notamment Jim Carrey dans le rôle du comte Olaf, ou encore Meryl Streep ou même Jude Law qui joue le narrateur Lemony Snicket. Bref, un casting incroyable. Personnellement, je vois le film comme une introduction pour tenter les spectateurs de s'intéresser au livre, car le film adapte les 3 premiers tomes de la saga. Mais comme je le disais, le film n'est pas suffisamment rentable pour produire une suite malgré la sortie d'un jeu vidéo à l'image du film.
Et pour avoir joué à ce jeu vidéo qui n'est pas du tout évident à résoudre pour certaines énigmes si on n'a pas lu les livres et qu'on a vu que les films, car il y a de nombreuses références par rapport aux livres, comme par exemple le signe VDC qui n'apparaît pas du tout dans les films. Il faut le connaître, surtout que dans le jeu vidéo, il n'est pas traduit, c'est le signe VFD, donc en tant que spectateur français, c'est pas du tout évident. Par exemple, mon frère qui n'a jamais lu les livres et qui n'a vu que les films, pour jeux vidéo, il y avait plein de fois où il devait demander mon aide pour avoir certaines références qu'il n'avait pas. Mais toutefois, j'en garde un très bon souvenir de ce jeu qui était assez divertissant pour les fans comme moi. On croyait la saga complètement passée aux oubliettes quand Netflix annonce en 2015 qu'ils ont récupéré les droits de la saga livresque pour l'adapter en série avec Daniel Handler lui-même en scénario. Alors sur le coup, je me rappelle que les avis sur cette annonce dans la communauté de fans étaient très partagés, voire sceptiques, pour réussir à faire mieux que le film, car je n'ai pas précisé, mais j'adore le film, il fait partie de mes films préférés que j'ai vu le plus de fois dans ma vie. Allez voir le film, il est génial, c'est une très bonne adaptation, car il garde l'ambiance très mystérieuse et burlesque que on adore dans les livres, avec un casting absolument incroyable, Jim Carrey en tête. Et l'annonce du casting de Netflix participe encore à plus de crainte de la part des fans, quand on apprend que c'est Neil Patrick Harris qui va jouer le comte Olaf. Entre Jim Carrey et Neil Patrick Harris, c'était sûr que le casting de la série Netflix souffrirait énormément des comparaisons avec celui du film, qui reste incroyable. Mais finalement, quand la première saison arrive en 2017, c'est avec une immense surprise que l'on découvre une série très fidèle au livre, voire même meilleure que les livres d'origine. Car Daniel Handler a rajouté plein de petits détails et de petites infos qu'il y avait dans ces deux hors-séries, qu'il a mêlé à l'intrigue de la série, et se permet même d'ajouter certaines théories que les fans se sont faites et qui se sont révélées vraies. Donc vraiment, la série finalement peut être considérée comme meilleure que les livres, et même plus complète que les livres. Donc vous pouvez juste regarder la série à la limite et vous procurer l'autobiographie non autorisée de Lemony Snicket pour avoir plus d'infos sur l'univers. Et même si la série permet de donner un nouveau souffle aux orphelins Baudelaire, pour autant, malheureusement, ce n'est toujours pas le grand succès attendu pour les livres en France. Honnêtement, le manque de succès en France peut se comprendre. Le style de narration et d'écriture de Daniel Handler reste très britannique, aussi bien dans son humour que dans son ambiance de manière générale. Je reste persuadée que le public ciblé par Nathan en est un frein également. Nathan est une maison d'édition dédiée à la jeunesse, mais pour les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, il aurait fallu cibler, à mon sens, un public plus adolescent. Et de par les nombreuses références faciles à étudier, mettre au moins le premier tome dans les livres à étudier au collège à l'époque, ça aurait été une très bonne idée, et je trouve ça vraiment dommage que l'éducation nationale ne l'ait pas fait, ne l'ait pas ajouté au programme pour le collège, car il aurait été vraiment facile de proposer un vrai travail de recherche autour des références pour les élèves. Moi, j'aurais adoré travailler là-dessus en cours de français, vraiment. Je ne serais d'ailleurs pas étonnée que ce soit le cas au Royaume-Uni d'ailleurs. De plus, la série est sortie à une époque où les productions des films Harry Potter et Narnia connaissaient un grand succès, où la fantaisie et le fantastique en jeunesse étaient très populaires. Et oui, c'est toujours le cas, mais aujourd'hui c'est quand même plus facile de promouvoir des livres comme par exemple Anne de Grenoble ou Enola Holmes, qui sont des sagas qui connaissent un grand succès en public jeunesse, qu'à l'époque où il y avait peu de place pour une saga qui sortait vraiment du lot et était surtout inclassable, comme les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. C'est totalement son cas, c'est totalement ce qui s'est passé à l'époque. Avec la reprise de Netflix, la mise en avant des livres aurait pu marcher, mais la communication autour n'a pas fait grand bruit en France. Certes, la série a tissé une curiosité des spectateurs qui étaient au rendez-vous, mais pour autant, cela n'a pas fait exploser la vente des livres.
Donc, pour conclure cette vidéo sur les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, pour moi c'est un ovni, une saga livresque inclassable dont il n'existe pas d'équivalent, ou alors je ne suis jamais tombée dessus, et si vous avez des titres à proposer, je suis preneuse, vraiment. Cette saga m'a bien plus marqué que les Narnia, les Harry Potter, les Percy Jackson, et j'en passe, tous ces grandes sagas livresques qu'on a tous connues dans les années 2000. C'est tellement unique dans son univers, on n'arrive même pas à situer à quelle époque ça se passe, si c'est actuel ou au début du XXe siècle, on ne sait pas. Ça laisse forcément des traces et ça en fait une œuvre marquante et inoubliable. Je n'ai jamais réussi à retrouver les sentiments que j'ai ressentis en découvrant cet univers tome après tome, ce même engouement, cette même atmosphère. Alors vraiment, si vous cherchez des nouveaux horizons de lecture, de films ou de séries, laissez une chance aux désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.